L'Iran découvre avec des preuves que les espions états-uniens et israéliens sont liés aux violentes manifestations dans le pays. Oui, l'Iran a de nouvelles preuves. Depuis la fin du mois de décembre 2025, l'Iran est entré dans une séquence extrêmement dangereuse. Une séquence où tout se met à glisser en même temps. La rue s'embrase, l'État se raidit, l'appareil sécuritaire se durcit et autour du pays, les signaux militaires commencent à s'additionner, à augmenter de manière exponentielle. On n'est pas face à un événement isolé, ni face à une simple vague de protestation. On est dans un enchaînement. Et ce type d'enchaînement dans l'histoire des États mène rarement à une sortie calme. Tout commence autour du 28 décembre 2025. Des manifestations éclatent et ça se propage très vite. Au départ, la colère est sociale. Elle est justifiée, presque mécanique. L'économie iranienne est à bout, c'est un fait. La monnaie s'effondre, c'est un fait. L'inflation est écrasante et ça écrase le quotidien des gens, c'est un fait. Les prix explosent, le pouvoir d'achat disparaît. Le pays est sous sanctions occidentales et sort à peine d'un choc précédent, la guerre de juin 2025. Et la société est fatiguée, la société civile est fatiguée, usée, nerveuse. Dans ce contexte, la rue s'allume donc presque naturellement. Mais très vite, il y a quelque chose qui change dans la nature. Les slogans ne parlent plus seulement de la vie chère. Ils visent directement le régime. Ils testent la légitimité du régime. Et ils testent la capacité du régime à tenir. À partir de là, le pouvoir iranien refuse catégoriquement de lire, de comprendre, d'analyser ces événements comme une explosion spontanée. La ligne officielle est claire, martelée, assumée. Ce qui se passe n'est pas une contestation ordinaire, c'est une opération. Les autorités affirment avoir pris Israël la main dans le sac, avoir attrapé Israël. Elles parlent de preuves, vidéos, de réseaux, d'agents du Mossad et de mercenaires américains infiltrés au cœur même des cortèges des manifestants en Iran. Ces agents-là ne sont pas en périphérie. Ce n'est pas qu'ils font un soutien extérieur. Ils sont au milieu de la foule en Iran même. Le scénario décrit par Téhéran est précis, presque chirurgical. Tous les infiltrés là se fondent dans les manifestations, se positionnent à l'arrière des cortèges des manifestants. Ils ont des armes et ouvrent le feu à la fois sur la police et sur les manifestants. Oui, le but ici ce n'est pas de tuer. Le but est de provoquer la panique, de déclencher des morts dans les deux camps, de transformer une contestation en chaos incontournable. C'est la logique du désordre fabriqué en fait. On crée une situation où l'État apparaît comme incapable de protéger, incapable de contrôler, incapable de maintenir l'ordre et où chaque mort devient une arme politique. Dans cette lecture, l'objectif n'est pas de vaincre l'Iran par une guerre frontale. Une guerre directe va coûter trop cher. C'est trop risqué, c'est trop visible. L'objectif, c'est l'implosion. Faire tomber l'Iran de l'intérieur, dépasser la police, épuiser les forces de sécurité, diviser la société, installer une spirale où chaque jour affaiblit un peu plus l'autorité jusqu'au point de rupture. Et ce qui rend cette stratégie redoutable, c'est qu'elle utilise le réel. La colère existe, la crise est là, la souffrance est réelle. Il suffit alors de pousser, comme j'expliquais dans la précédente vidéo, d'armer la confusion et d'accélérer la chute. Très vite donc, les violences vont monter d'un cran. Le bilan humain devient un élément central de la séquence. Le régime parle de pertes lourdes dans ses rangs. Plusieurs dizaines de membres du corps des gardiens de la révolution sont tués dans les affrontements. Les arrestations se multiplient, les rues deviennent des zones de confrontation. En parallèle à la bataille physique, une autre guerre s'ouvre, la guerre de l'information. Internet est fortement perturbé, quasiment coupé même. Le blackout n'est pas un détail technique, c'est un outil stratégique. Couper Internet, c'est casser en fait la coordination, c'est ralentir la diffusion des images, c'est reprendre le contrôle du récit et c'est empêcher que la rue ne se transforme en mouvement structuré. À ce stade, deux nations s'affrontent frontalement, directement. D'un côté, le pouvoir affirme qu'il fait face à une opération étrangère, à une tentative de révolution de couleur, à une agression par infiltration, à une tentative de déstabilisation planifiée. De l'autre côté, la rue et ses relais affirment qu'il s'agit d'un soulèvement populaire réprimé dans le sang. Et entre les deux, la vérité devient secondaire parce que ce qui compte désormais, c'est la perception. Qui contrôle le récit contrôle la légitimité. Point. Et qui contrôle la légitimité contrôle la suite. Voilà. Et pendant que l'Iran est en train de s'embraser de l'intérieur, quelque chose se met en mouvement à l'extérieur. Et c'est là que la crise change d'échelle. Dans les premiers jours de janvier 2026, il y a une activité inhabituelle qui est repérée autour du Moyen-Orient. Des avions de transport militaire américains, des C-17 Globemaster, effectuent des rotations répétées entre l'Europe, notamment l'Allemagne, et les bases du Moyen-Orient. Un C-17 n'est pas un symbole, c'est un outil logistique très lourd.
C'est en fait ce qu'on utilise pour déplacer les munitions, le matériel, les hélicoptères, des avions, des équipements sensibles, des hommes et j'en passe. C'est ce qu'on envoie quand on se prépare déjà, quand on se positionne, quand on est en train d'anticiper quelque chose de grave. En parallèle, des avions ravitailleurs KC-135 opèrent au-dessus du golfe Persique. Et un ravitailleur, ça n'a qu'une seule fonction, permettre à d'autres avions de rester en l'air le plus longtemps possible, de voler le plus loin possible et le plus efficacement possible. C'est la pièce invisible qui rend possible une frappe, par exemple, de surveillance prolongée, une opération soutenue et d'autres. Rien n'est annoncé officiellement, mais les signaux sont là. En géopolitique, les signaux comptent parfois plus que les déclarations. Face à cette montée en pression, l'Iran passe en alerte renforcée. Une partie de l'espace aérien est fermée. Ce genre de décision n'est jamais anodine. Fermer son ciel, c'est reconnaître une menace. C'est se préparer à l'éventualité du pire. Et presque simultanément, il y a d'autres États qui commencent à bouger. La Russie a évacué discrètement une partie de son personnel en Israël. L'Australie a fait de même du côté iranien. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, mais ce sont des gestes très lourds de sens. On n'évacue pas des diplomates par routine. On le fait quand le risque devient réel. À ce moment précis, un basculement mental s'opère. L'hypothèse de l'attaque directe, même limitée, même ciblée, réintègre les calculs de tous les acteurs qui sont concernés. Pas parce qu'elle est annoncée, mais parce que l'environnement y ressemble déjà fortement. Crise interne, agitation populaire, forces de sécurité sous pression, mouvement militaire autour du pays, évacuation préventive. C'est exactement le type de configuration où une petite étincelle peut suffire. Une erreur, une mauvaise interprétation, une frappe attribuée au mauvais acteur et tout peut s'emballer en quelques heures. Au sommet de l'État iranien, la réponse est sans ambiguïté. Ali Khamenei tranche. Il refuse toute concession. Il qualifie les manifestants de saboteurs et de vandales au service des intérêts étrangers. Il ferme la porte à toute lecture sociale ou politique de la crise. Dans son discours, ce n'est pas une contestation, c'est une attaque contre la République islamique et donc contre l'Iran lui-même. Il accuse directement Donald Trump. Il fait comprendre que les mains de Trump sont tachées de sang d'un millier d'Iraniens depuis la guerre de 12 jours de juin 2025. Et il va plus loin. Il inscrit le conflit dans une logique historique. Il promet que Trump finira comme les dynasties déchues de l'histoire. Ce discours n'est pas un appel au calme, c'est un message de fermeture totale. Un message qui dit que le régime ne va pas reculer, qu'il ne va pas accepter de négocier sous pression, qu'il ne va pas laisser la rue dicter l'avenir du pays. Et à partir de là, l'Iran se verrouille politiquement, sécuritairement, idéologiquement. Le pouvoir choisit la tenue, pas l'adaptation, la résistance et non pas la concession. C'est ici que la situation atteint son point de saturation. Parce qu'on se retrouve dans un pays stratégique situé au cœur d'une zone énergétique vitale, traversée par une crise interne profonde, soumis à des pressions extérieures croissantes, dirigées par un pouvoir qui refuse toute ouverture et entouré d'acteurs militaires qui se repositionnent. À ce stade, on n'est plus dans une simple crise sociale. On est dans une configuration de rupture. Une configuration où chaque journée peut produire un événement irréversible. Et c'est précisément à cet endroit que le récit ne peut plus continuer sans changer de niveau. Parce que continuer maintenant oblige à parler de ce que cette crise signifie pour la région tout entière, pour les grandes puissances et pour l'équilibre mondial lui-même. La suite ne concerne plus seulement l'Iran. À partir de ce point, la crise iranienne cesse d'être un problème intérieur à l'Iran. Elle devient un problème régional, puis un problème mondial. Parce que l'Iran n'est pas un pays comme les autres. C'est un nœud stratégique, c'est un verrou énergétique, c'est un carrefour militaire, un pilier en fait de l'alliance. Et quand un tel nœud entre en tension extrême, ce ne sont jamais uniquement ses propres équilibres qui vacillent. La première conséquence directe concerne Israël. Un Iran qui se verrouille politiquement, qui désigne ouvertement l'ennemi extérieur et qui affirme qu'il ne cédera sous aucune pression. C'est un Iran conçu certes comme plus dangereux, mais pas plus faible. Pour Israël, un régime iranien en difficulté interne, mais radicalisé, est un scénario rouge, parce qu'un pouvoir acculé est un pouvoir imprévisible. Et parce que toute lecture israélienne de la sécurité régionale repose sur une idée simple: empêcher l'Iran d'atteindre un seuil stratégique irréversible, quel qu'il soit. Dans ce contexte, chaque mouvement, chaque discours, chaque alerte est scrutée. L'Iran sait qu'une fenêtre peut exister.
ok. Une fenêtre courte, instable, risquée, mais réelle. Une période où l'Iran est occupé à l'intérieur, sous pression, fragilisé dans son image. Et c'est précisément dans ce type de moment que l'histoire montre que certaines décisions sont prises. Des décisions qui entraînent des guerres plus larges. Et non pas par certitude, pas parce qu'ils veulent, pas par calcul de risque, mais par peur de laisser passer une opportunité qui ne se représentera pas. Mais Israël ne peut pas agir seul sans conséquences majeures. Et c'est là que les États-Unis entrent pleinement dans l'équation. Washington se retrouve pris dans une contradiction structurelle. D'un côté, un discours public qui soutient la contestation, qui menace de réagir en cas de répression massive, qui se présente comme défenseur du peuple iranien. De l'autre côté, une réalité stratégique beaucoup plus lourde. Toute action militaire directe contre l'Iran va ouvrir un front régional massif, avec des conséquences énergétiques, militaires et politiques mondiales. Les mouvements logistiques de déplacement observés par les navires et tout ne sont pas des annonces de guerre, mais ils ne sont pas neutres non plus. Ils traduisent une posture, une disponibilité en fait, une capacité à agir si nécessaire. Et cette posture suffit à alimenter la nervosité de tous les acteurs concernés. Parce qu'en géopolitique, la dissuasion ne repose pas uniquement sur l'acte, mais sur la crédibilité de l'acte. Le simple fait que l'option militaire soit techniquement prête modifie les comportements. Pour l'Iran, cette situation est intenable sur le long terme. Le régime comprend qu'il fait face à une double pression. À l'intérieur, il y a une contestation qu'il ne veut ni reconnaître ni canaliser. À l'extérieur, on a des puissances qui observent, qui testent, qui ajustent leur position. C'est précisément dans ce type de configuration que les États cherchent des garanties, des lignes rouges, des boucliers. Et c'est là que l'Iran cesse d'être seul dans son calcul. Parce qu'un pays sous pression cherche toujours à élargir le jeu. Donc, l'Iran va tout faire pour internationaliser le coût de toute attaque contre lui. Il va faire comprendre que le frapper, ce n'est pas un acte isolé, mais ce sera déclencheur d'une réaction en chaîne. À ce stade, la dissuasion devient centrale. Pas une situation abstraite, la dissuasion concrète en fait, celle qui modifie les équations adverses avant même qu'un missile ne soit tiré. Et ce moment est extrêmement dangereux parce qu'il repose sur des perceptions. Les États-Unis doivent décider jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à aller sans perdre le contrôle. Israël doit décider s'il vaut mieux agir ou alors attendre. L'Iran doit décider s'il tient par la force seul ou s'il élargit encore le champ de la confrontation. Et chaque décision est prise sous stress, sous incertitude, sous pression médiatique et politique. Dans ce type de séquence, l'histoire montre une chose constante. Ce ne sont pas toujours les intentions qui déclenchent les conflits, mais parfois les engrenages, la manière dont les choses ont commencé à partir en fait. Les malentendus, les démonstrations de force mal interprétées, les lignes rouges mal comprises. Un exercice devient une menace, ça c'est clair. Une alerte devient une préparation. Une déclaration devient un point de non-retour lorsque les tensions sont déjà aussi hauts. Et c'est pour ça que la dissuasion actuelle est si grave. Tout est en place en fait pour une montée incontrôlée. Un pays verrouillé, des adversaires méfiants, des armées en mouvement, des discours de rupture, des évacuations préventives, des populations sous tension. À ce stade, personne ne veut officiellement la guerre, mais tout le monde se prépare à la possibilité que ça arrive. L'Iran est devenu un point de pression, un endroit où les pressions internes et externes se rencontrent, se renforcent et se nourrissent mutuellement. Et quand un point de compression cède, il ne libère pas une crise locale, il libère une onde de choc en fait. Ça frappe tout le monde dans sa zone. C'est exactement pour ça que ce qui se joue ici dépasse largement les frontières iraniennes. Parce que si cette séquence se transforme en affrontement ouvert, même limité, même indirect, les conséquences ne resteront pas confinées à l'Iran. Les conséquences vont toucher toutes les routes énergétiques, les alliances militaires, les équilibres régionaux et l'architecture globale de la sécurité internationale. À ce stade, une chose est claire, l'Iran n'est plus simplement en crise. Il est au centre d'un engrenage où chaque acteur avance avec la peur de perdre le contrôle et la crainte de paraître faible malgré tout. Et dans ce type de configuration, l'histoire n'avance jamais doucement. Voilà, likez, abonnez-vous et partagez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.